oubliez l'idée romantique des grands et luxueux châteaux forts. La réalité de la vie à l'intérieur de ces forteresses médiévales était très différente de ce que la plupart des gens imaginent. Un froid intense, des maladies menaçantes, des conspirations mortelles et une routine implacable attendaient ceux qui se trouvaient à l'intérieur des murs de pierre. Mais en même temps, les châteaux étaient des centres de pouvoir, abritant rois, nobles et guerriers qui ont façonné l'histoire. Maintenant, imaginez-vous vivre dans un château médiéval. Trouveriez-vous du réconfort? La vie serait-elle remplie de fêtes et de célébrations? Ou était-ce quelque chose de beaucoup plus brutal et implacable? Et le plus important, survivriez-vous? Aujourd'hui, nous franchirons les portes, déambulerons dans des couloirs sombres et découvrirons ce qui se passait réellement à l'intérieur de ces forteresses. Restez jusqu'à la fin, car il y a un détail particulièrement répugnant sur la vie de château dont personne ne parle et qui pourrait changer toute votre perception du Moyen Âge. La naissance d'un château. Pourquoi était-il essentiel? Au Moyen Âge, un château n'était pas seulement un symbole de pouvoir, mais une nécessité stratégique. Ces formidables structures étaient cruciales pour maintenir le contrôle sur les territoires, dissuader les invasions et affirmer la domination sur les factions rivales. Qu'ils soient construits sur des collines imposantes, le long de rivières ou au cœur des forêts, leur emplacement était méticuleusement choisi pour une défense et une visibilité maximale. Construire un château était une tâche colossale qui exigeait des années de planification, d'énormes ressources financières et une main-d'œuvre hautement qualifiée. Maçons, charpentiers, forgerons et ouvriers qualifiés travaillaient sans relâche dans des conditions difficiles. Le processus commençait souvent par la construction d'une motte castrale, une simple forteresse en bois au sommet d'une colline artificielle, avant qu'elle ne soit remplacée par des châteaux de pierre plus durables au siècle suivant. La transition du bois à la pierre fut motivée par la nécessité de défenses plus solides. Les châteaux en bois étaient vulnérables au feu et à la détérioration, tandis que les forteresses de pierre pouvaient supporter des sièges brutaux. Cependant, obtenir et transporter la pierre n'était pas une tâche facile. Il fallait extraire de grands blocs de calcaire, leur donner forme et les transporter sur de grandes distances, ce qui nécessitait souvent des attelages de bœufs et des semaines d'efforts épuisants. Le château de Rochester, en Angleterre, construit en 1127, en est un parfait exemple. Conçu pour résister aux attaques normandes, il avait des murs allant jusqu'à 4 mètres d'épaisseur, un donjon colossal et un système défensif avancé si efficace que, même après des sièges intenses, il resta presque invincible pendant des années. Au-delà de la sécurité, le château servait de cœur à la société féodale. Depuis l'intérieur de ces murs de pierre, le seigneur exerçait une autorité absolue sur ses domaines. La grande salle était le centre politique et social où les décisions importantes étaient prises, les fêtes célébrées et la justice administrée. Les châteaux étaient également des bases militaires. Les chevaliers s'entraînaient dans les cours, se préparant à la bataille, tandis que les tours de guet permettaient aux sentinelles de repérer les ennemis à des kilomètres de distance. Les archers positionnés le long des créneaux pouvaient lancer des flèches sur les attaquants, tandis que les douves, les ponts-levis et les portes renforcées rendirent les assauts directs presque impossibles. Cependant, les châteaux n'étaient pas des forteresses impénétrables. Beaucoup tombèrent à cause de trahisons, de la faim ou des avancées technologiques dans la guerre de siège. À mesure que la technologie des trébuchets et des canons évoluait, même les châteaux les plus puissants devinrent vulnérables. Bien que les châteaux offrissent une protection, ils étaient loin d'être confortables. Les murs de pierre étaient froids, humides et pleins de courants d'air. L'assainissement était primitif et la puanteur des déchets, des animaux et des corps non lavés persistait dans les couloirs. Les serviteurs travaillaient sans relâche pour maintenir une certaine apparence d'ordre. Cependant, les maladies et les infestations étaient des menaces constantes. Des fêtes fastueuses aux batailles brutales, le château était un paradoxe, un lieu de richesse et de souffrance, de pouvoir et de peur. Pour ceux qui vivaient entre ces murs, la survie n'était pas garantie et le luxe était un privilège réservé à quelques-uns. La vie entre les murs, luxe pour peu, sacrifice pour beaucoup.
Vivre à l'intérieur d'un château médiéval pouvait sembler un privilège, mais la réalité était très différente. Tandis que les nobles profitaient de banquets, de fêtes et de vêtements luxueux, la vie quotidienne était pleine d'inconfort. Les châteaux étaient froids, humides et sombres, avec peu d'éclairage ou de chauffage. En hiver, les murs de pierre absorbaient le froid, rendant les pièces presque insupportables. En été, les couloirs étaient emplis de la forte puanteur des mauvaises conditions sanitaires et de la présence d'animaux et de serviteurs. La noblesse suivait une routine stricte. Dès leur plus jeune âge, les enfants aristocratiques apprenaient les bonnes manières, le latin et le maniement de l'épée. Les femmes étaient responsables de la gestion des affaires du foyer, tandis que les hommes se concentraient sur la guerre et la politique. Mais tout n'était pas que privilège. Aliénor d'Aquitaine, l'une des femmes les plus puissantes du Moyen Âge, passa une grande partie de sa vie dans des châteaux, mais fut emprisonnée dans l'un d'eux pendant 16 ans sur ordre de son propre mari, le roi Henri II. Pendant ce temps, les serviteurs faisaient face à une réalité encore plus dure. Ils travaillaient sans relâche pour maintenir le château en fonctionnement, transportant de l'eau, cuisinant, nettoyant et répondant aux caprices des seigneurs. Pour eux, le château n'était pas un refuge, mais un lieu de travail épuisant où une seule erreur pouvait avoir de graves conséquences. Travailler dans les châteaux, une machine complexe. Les châteaux étaient plus que de simples forteresses. C'étaient des communautés autosuffisantes qui fonctionnaient comme de petites villes fortifiées où chaque résident avait un rôle spécifique et essentiel. La grandeur de ces fortifications était maintenue non seulement par les nobles et les chevaliers, mais par une armée de travailleurs qui garantissait que la vie quotidienne se poursuive sans heurts. La main-d'œuvre à l'intérieur d'un château était énorme et hautement hiérarchisée. Tandis que le seigneur et la dame supervisaient les opérations, leur efficacité dépendait d'un réseau de serviteurs, d'artisans et d'ouvriers, forgerons et armuriers, chargés de forger et d'entretenir les armes, armures et fers à cheval. Leur rôle était particulièrement crucial pendant la guerre. Cuisiniers et boulangers préparaient d'énormes quantités de nourriture, travaillant souvent avant l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Autour de feux crépitants, ils cuisaient quotidiennement des centaines de miches de pain dans de grands fours, et la viande devait être salée ou fumée pour sa conservation. Brasseurs. Il était souvent plus sûr de boire de la bière que de l'eau en raison des mauvaises conditions sanitaires. Ainsi, les châteaux avaient leurs propres brasseurs qui assuraient un approvisionnement constant. Blanchisseuses et teinturiers. Les vêtements étaient lavés avec du savon doux et de l'eau de rivière, souvent par des températures glaciales. Les teinturiers travaillaient avec des pigments naturels pour colorer les tissus portés par la noblesse. Palefreniers et maréchaux ferrants. Les chevaux étaient essentiels pour le transport et la bataille et nécessitaient des soins constants. Les maréchaux ferrants se spécialisaient dans la fabrication et la pose de fer à cheval. Messagers et scribes. La communication était vitale et les registres écrits des impôts, des accords et des ordres militaires étaient tenus par des employés alphabétisés qui travaillaient en étroite collaboration avec le seigneur du château. Vidangeurs de latrines, gong farmers. L'un des pires emplois du château. Ces travailleurs devaient nettoyer les fosses d'aisance et les dépôts de déchets, parfois couverts de saleté jusqu'aux genoux. Un château de grande taille, comme le château de Warwick en Angleterre, nécessitait de 200 à 300 travailleurs, rien que pour fonctionner quotidiennement. Ce nombre augmentait considérablement lors d'événements tels que les guerres, les visites royales ou les grandes fêtes où une aide supplémentaire était amenée des villages environnants. Rien que dans la cuisine, il pouvait y avoir plus de 50 travailleurs, entre bouchers, pâtissiers, tournebroches et plongeurs. Préparer des repas pour des centaines de personnes signifiait un approvisionnement sans fin en grains. Les viandes et les légumes devaient être manipulés et stockés avec soin. En temps d'abondance, la nourriture était copieuse et excessive, tandis qu'en temps de pénurie, le rationnement et la faim devenaient la norme. Travailler dans un château était épuisant, exténuant et souvent dangereux. De nombreux serviteurs travaillaient de l'aube à minuit, avec de brèves pauses. Les sols en pierre froids et humides, le levage d'objets lourds et l'exposition à la fumée et au feu
rendaient les affections physiques courantes. Enfreindre les règles strictes de conduite entraînait souvent des châtiments sévères. Une simple erreur, comme laisser tomber de la nourriture destinée à un noble, pouvait entraîner une flagellation publique. Des délits plus graves, comme le vol, pouvaient entraîner le bannissement ou l'exécution. Comme la plupart des travailleurs vivaient à l'intérieur du château, être expulsé signifiait perdre nourriture, abri et protection, devenant essentiellement une condamnation à mort par inanition. Pendant la guerre ou le siège, la charge de travail doublait. Les défenseurs et les travailleurs devaient renforcer les murs, préparer de l'huile bouillante, réparer les armes et gérer les réserves de nourriture décroissantes. Les conditions de siège pouvaient durer des semaines ou des mois, obligeant les habitants du château à prendre des décisions difficiles, rationner la nourriture, sacrifier les chevaux ou même recourir à manger du cuir et des rats. Pour les travailleurs, un siège n'était pas seulement une bataille, mais une lutte pour la survie. La menace constante des flèches, des incendies et des maladies faisait du château un lieu imprévisible et dangereux à vivre. Bien que les châteaux fussent des symboles de pouvoir et de prestige, pour la majorité des travailleurs, ils étaient des lieux de sacrifice et de lutte. Chaque fête, chaque bataille et chaque décision prise par la noblesse n'était possible que grâce aux centaines de travailleurs qui œuvraient sans relâche en arrière-plan. Leur contribution était souvent négligée, mais sans eux, aucun château médiéval n'aurait pu fonctionner. Ils étaient la véritable colonne vertébrale de la forteresse. Guerre et siège. Comment les châteaux résistaient-ils ou tombaient-ils face aux invasions? Les châteaux étaient conçus pour résister aux attaques, mais en réalité, beaucoup succombèrent à la nature brutale de la guerre médiévale. Les seigneurs féodaux investissaient des fortunes dans d'imposantes murailles, de profondes douves et des portes renforcées. Cependant, les armées ennemies trouvaient toujours des moyens créatifs pour violer ces défenses. L'un des exemples les plus célèbres d'un château ayant résisté à un siège est celui de Rochester en 1215. Les rebelles défendant la forteresse endurèrent des mois d'attaque du roi Jean d'Angleterre. Cependant, leur résistance fut anéantie lorsque les troupes du roi creusèrent dessous le donjon et mirent le feu à des rondins imbibés de graisse de porc, provoquant l'effondrement de la structure. Cet événement démontra que même les châteaux les plus imposants avaient des faiblesses. Les tactiques d'attaque variaient. Les catapultes étaient utilisées pour abattre les murs, les béliers pour enfoncer les portes, ou, simplement, on assiégeait un château jusqu'à ce que ses habitants meurent de faim. Pendant le siège, la vie à l'intérieur des murs devenait insupportable. Les provisions se raréfiaient, la faim s'installait et les maladies se propageaient rapidement, rendant la reddition souvent inévitable. Vivre dans un château pouvait sembler sûr, mais en temps de guerre, être derrière des murs de pierre ne garantissait pas toujours la protection. Parfois, cela ne faisait que retarder l'inévitable. Les mystères et secrets des châteaux. Derrière les murs imposants d'un château se cachent des secrets que peu connaissent. Passages cachés, chambres secrètes et même systèmes d'espionnage avancés faisaient partie de la vie quotidienne dans ces forteresses. De nombreux châteaux possédaient des tunnels secrets, utilisés pour des évasions stratégiques ou pour le transport clandestin de provisions pendant les sièges. Le château d'Édimbourg, en Écosse, en est un exemple célèbre. Les fouilles ont révélé un système souterrain complexe qui a pu être utilisé pendant la guerre. Au-delà des voies des piliers d'évasion, il y avait aussi des secrets plus sombres. Les cachots des châteaux étaient redoutés, mais tous n'étaient pas utilisés pour torturer, comme beaucoup le croient. Certains étaient simplement des prisons pour les ennemis nobles ou les traîtres. Cependant, il existe des registres d'authentiques chambres de torture dans des châteaux comme celui de Nuremberg, où des instruments médiévaux terrifiants étaient utilisés. Les châteaux disposaient également de méthodes d'espionnage ingénieuses. Certains étaient construits avec des murs creux ou des trous camouflés qui permettaient d'écouter secrètement les conversations dans d'autres pièces. C'était essentiel pour les rois et les seigneurs féodaux qui étaient constamment préoccupés par la trahison. Les mystères des châteaux révèlent qu'ils étaient plus que de simples forteresses. C'étaient des centres d'intrigue, de pouvoir et de secrets soigneusement gardés. Que se passait-il dans les châteaux la nuit?
La nuit, dans un château médiéval, était loin de l'image paisible que beaucoup pourraient imaginer. Sans électricité, les seules sources de lumière étaient les torches et les bougies, qui projetaient des ombres mystérieuses sur les couloirs de pierre. Des patrouilles de garde parcouraient les remparts pour s'assurer qu'aucun envahisseur n'approchait, tandis qu'à l'intérieur des couloirs, des activités secrètes avaient souvent lieu. Les nobles tenaient fréquemment des réunions discrètes la nuit pour discuter d'alliances, d'accords politiques et même de conspirations. De nombreux châteaux abritaient également des espions et des informateurs qui échangeaient des messages confidentiels à la faveur de l'obscurité. De plus, les guérisseurs et médecins médiévaux préféraient travailler de nuit, soignant les blessés et les malades, loin des regards indiscrets des autres résidents. Mais la nuit apportait aussi des dangers. Le feu était l'une des plus grandes menaces à l'intérieur des châteaux. Les bougies pouvaient enflammer les tapisseries, les meubles en bois et la literie en paille, provoquant des tragédies irréversibles. Un exemple moderne de cela s'est produit au château de Windsor, qui a brûlé en 1992. Mais des incidents similaires étaient courants au Moyen Âge, détruisant souvent des parties de forteresses. Tandis que la journée dans les châteaux était remplie d'une activité intense, la nuit était un moment de mystère, de tension et, pour beaucoup, de peur. Trahison et conspiration, la politique létale. À l'intérieur des châteaux, la politique était souvent mortelle. Ces lieux n'étaient pas seulement des forteresses physiques, mais aussi des champs de bataille politiques, où les trahisons et les conspirations étaient des monnaies courantes. Les seigneurs féodaux, les chevaliers et même la royauté devaient constamment surveiller leurs alliés et leurs ennemis à l'intérieur de leurs propres murs. L'une des trahisons les plus infâmes eut lieu en 1407, lorsque Jean sans peur, duc de Bourgogne, fut assassiné lors d'une négociation de paix à l'intérieur d'un château. L'embuscade fut orchestrée par Louis d'Orléans, son propre cousin, démontrant que les alliances pouvaient être aussi létales que les guerres. Au-delà des assassinats politiques, les châteaux furent également le théâtre d'empoisonnements stratégiques. Avec peu de surveillance sur la préparation des aliments, il était facile pour des ennemis déguisés de mélanger des substances létales dans les banquets ou les boissons. De nombreuses morts mystérieuses parmi la noblesse médiévale furent attribuées à de telles tactiques, y compris l'empoisonnement présumé du roi Charles II de Navarre. La méfiance entre les nobles était si intense que beaucoup construisaient des salles de réunion secrètes ou dormaient dans des chambres cachées à l'intérieur des châteaux pour éviter les attaques nocturnes. Dans le monde de la noblesse médiévale, faire confiance à quelqu'un était un pari risqué et la loyauté pouvait disparaître aussi vite qu'une épée dégainée. Mariage de pouvoir et amour interdit. Dans les châteaux médiévaux, les mariages impliquaient rarement l'amour. C'étaient des accords stratégiques destinés à consolider des alliances, étendre des territoires et renforcer des dynasties. Les jeunes nobles n'avaient souvent pas leur mot à dire sur la personne qu'ils allaient épouser. Cette décision était prise par leurs parents ou même par le roi. L'un des exemples les plus connus fut le mariage d'Isabeau de Bavière avec Charles VI de France. Mariée jeune, elle se retrouva dans une union politique, tandis que le roi souffrait de crises de folie. Plus tard, des rumeurs, bien que contestées par les historiens, la lièrent à d'autres hommes, des liaisons interdites qui auraient pu lui coûter la vie si elles avaient été prouvées et jugées comme une trahison. Mais tous les mariages politiques n'étaient pas froids. Certains évoluèrent vers d'authentiques liens d'affection, tandis que d'autres conduisirent à des trahisons et même à des meurtres. Les reines et princesses qui tombaient amoureuses de chevaliers ou de serviteurs encouraient des risques mortels. Un cas célèbre fut celui de Marguerite Porrette, qui fut exécutée pour hérésie. Mais selon certaines interprétations, bien que sa condamnation soit principalement liée à ses écrits mystiques, son indépendance et son refus de se conformer aux attentes auraient pu être perçus comme une menace, alimentant potentiellement des rumeurs ou des accusations secondaires. À l'intérieur des châteaux, l'amour était un jeu dangereux. Ceux qui suivaient leur cœur plutôt que la politique payaient souvent un lourd tribut. Le côté des châteaux dont personne ne parle. On parle beaucoup de la grandeur des châteaux médiévaux,
mais peu mentionnent les détails les plus inconfortables de la vie à l'intérieur de ces forteresses. La vérité est que pour la plupart des gens, vivre dans un château était sale, froid et insalubre. L'hygiène était l'un des plus gros problèmes. Sans toilettes modernes, la solution la plus courante était de jeter les déchets humains dans des trous menant directement aux rivières ou ruisseaux voisins ou dans les douves. L'odeur était insupportable et souvent l'eau utilisée pour boire et cuisiner était contaminée, provoquant des épidémies. Les poux et les puces étaient des ennemis constants. Même les nobles souffraient d'infestations car les bains étaient rares et les vêtements lavés peu fréquemment. La literie et les tapis accumulaient la saleté pendant des mois, transformant les chambres en foyers de parasites. De plus, la structure des châteaux, avec leurs couloirs sombres et leurs murs de pierre humides, favorisait l'apparition de moisissures, ce qui affectait la santé des résidents. Certains pensent que les châteaux eux-mêmes ont contribué à la propagation d'épidémies comme la peste noire, qui a dévasté l'Europe au 14e siècle. Maintenant que vous connaissez la réalité des châteaux médiévaux, la question demeure, voudriez-vous